Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler handicap. C'est un sujet qui touche beaucoup de monde et il est vraiment indispensable de pouvoir avancer pour ces personnes en situation de handicap. C'est pourquoi aujourd'hui nous rencontrons José Borin qui est député, qui est lui-même atteint de cécité et qui, espérons-le, va pouvoir faire avancer les choses. Je vous remercie de me recevoir. Je vous remercie de m'interroger. Alors, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Dans le cadre de l'association La Marmite à idées, on s'est intéressé au cas d'une personne qui avait un fauteuil roulant dont elle ne savait que faire, son mari étant décédé, et elle n'avait plus l'usage de ce fauteuil roulant. Tout simplement, on a demandé, mais pourquoi ce fauteuil roulant est-il encore là ? Et c'est simplement parce que la Sécurité sociale ne l'avait pas réclamé une fois qu'il n'y avait plus usage de ce fauteuil roulant. Donc il y a eu un élan de solidarité auprès d'une association landaise, Luna 40, qui elle a dit moi ça m'intéresse d'avoir ce fauteuil roulant. Donc elle a fait appel à un ami transporteur qui bénévolement a transporté ce fauteuil roulant électrique. C'est tout son intérêt parce que c'est un matériel cher et lourd jusque dans les Landes, donc du Grand Nord, celle de la Belgique. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas simplement en Belgique qu'on restitue pas les fauteuils roulants à la Sécurité sociale, mais c'est également en France. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont assez choquantes. C'est que du point de vue humain, avant tout, on pourrait satisfaire beaucoup plus de bénéficiaires si on récupérait davantage de fauteuils roulants. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que écologiquement, fabriquer des fauteuils à nouveau alors qu'ils sont robustes pour finalement ne pas les réutiliser, c'est un gâchis énorme. Et puis aussi économiquement, parce que vraiment c'est de l'argent qui est pris sur les salaires, les cotisations sociales, donc ça pourrait être mieux utilisé. Donc si on veut juste à niveau égal de dépenses faire davantage de bénéficiaires, oui c'est faisable, pour autant qu'on puisse faire en sorte que ce soit systématique, que la Sécurité sociale réclame le retour de ces matériels. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien sont distribués par an et combien sont restitués. Ça serait intéressant d'avoir des chiffres précis. Oui, ça pourrait être une piste finalement. On pourrait même imaginer dans ces cas-là, non pas dans ce cas-là une attribution, mais oui, en tout cas, pas une location, bien sûr, rémunérée, mais... Une sorte de consigne. Une sorte de consigne, voilà, où finalement le fauteuil pourrait être confié, le temps que cela est nécessaire, et ensuite restitué, oui, avec un vrai service qui s'occupe de ça, quoi. Le problème, je pense, c'est qu'il n'y a pas de service au sein de la Sécu. Je ne pense pas qu'il y ait de services bien spécifiques qui sont en charge de la gestion, finalement, de la distribution et... Oui, mais pour autant, vous voyez, de façon spontanée, il y a des associations qui récupèrent ces matériels. Sinon, parfois, alors c'est un peu choquant, c'est revendu sur Le Bon Coin pour des bénéficiaires qui auraient pu l'avoir autrement. Donc finalement, il y a tout un marché qui s'instaure. S'il y a une forme de commerce qui peut se faire justement avec ça, c'est qu'effectivement, c'est qu'il doit y en avoir quelques milliers peut-être par an voilà, il y a au moins une demande. Déjà par les personnes qui n'ont plus l'usage, il ne faut pas que ça les encombre, et puis aussi par les personnes qui ont l'usage et qui en ont vraiment, vraiment besoin. J'ai connu un homme qui a fait ça il y a très longtemps, qui s'occupait en fait du club antisport qui était dans ma ville, et qui était lui-même en fauteuil, et qui avait récupéré pas mal de fauteuils pour envoyer en Afrique. Là où la demande est énorme, et où ils ne bénéficient pas de la Sécu comme nous. Et il y avait eu une restitution, alors je ne sais pas du tout où il avait pu, je parle de ça il y a une vingtaine d'années, mais effectivement, il avait un hangar avec... il y avait peut-être 50 ou 60 fauteuils qui étaient récupérés comme ça. Et effectivement, j'étais surpris finalement du nombre de fauteuils roulants effectivement qui peut entre guillemets dans la nature, quoi. Je pense qu'il y a aussi des cas de fauteuils roulants qui sont donnés juste dans le cas d'une jambe cassée, d'une fracture de hanche ou autre, où les gens ont besoin momentanément d'un fauteuil qui après en ont plus besoin et qui finit dans un grenier. Effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a des locations qui se font par le biais des pharmacies. Ça, je le sais. Mais aujourd'hui, je pense que quand elles sont attribuées pour des périodes un peu plus longues par la Sécu, il faudrait effectivement qu'il y ait un réseau de restitution qui puisse se mettre en place. Et c'est vrai que ça serait quelque chose d'intéressant. Mais écoutez, je pense que je vais me pencher sur le problème, parce que c'est vrai que ça peut donner l'objet finalement
l'objet finalement d'une proposition de loi finalement intéressante. Je m'étais interrogée d'ailleurs, comment êtes-vous devenu député? Comment avez-vous réussi? Parce que vous êtes quand même le premier aveugle accédant au poste de député sous la 5e. J'ai envie de dire, je suis arrivé par la volonté des électeurs. Donc je me suis simplement intéressé il y a très longtemps maintenant à la politique locale, en m'investissant sur une liste municipale. Se dire finalement on vit dans une ville qui est gérée par une mairie et finalement cette mairie décide de notre vie quotidienne, gère finalement ce qui est notre environnement quotidien. Ensuite forcément on se prend au jeu, après on se rend compte qu'elle est municipale, on s'aperçoit qu'une municipalité est dépendante aussi souvent d'une communauté de communes, est dépendante aussi d'un département, d'une région. Cette région dépend de l'État, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement complexe, mais on se dit, mais finalement, à un moment, on se dit tous, voilà, pourquoi finalement, tiens, je suis conseiller municipal, tiens, je suis adjoint au maire, pourquoi je n'irai pas plus loin, et pourquoi finalement, je ne m'intéresserai pas un peu plus à cette espèce d'échelle, cette échelle de pouvoir qui monte jusqu'à l'État, et ce qui constitue notre nation, notre pays. À partir du moment où on prend conscience que si on ne s'intéresse pas à la politique en tout cas s'intéresse à nous, dans tous nos actes, au quotidien, quand on prend conscience de ça, on se dit, mais après tout, pourquoi moi je ne ferais pas partie? Pourquoi je ne serais pas, comme je vous disais tout à l'heure, ce petit maillon, avec beaucoup d'humilité, ce petit maillon de cette chaîne justement, de cette chaîne de pouvoir. C'est comme ça qu'on finit un jour par se dire, ben tiens, j'ai tenté l'élection municipale, c'est bien, c'est intéressant. J'ai tenté une élection départementale et régionale, où je n'ai malheureusement pas gagné. Tiens, il y a une législative qui se présente, je vous avoue que c'est celle avec laquelle j'ai le plus hésité. En me disant, voilà, député, c'est quoi un député? Un député, c'est quelque chose, voilà, c'est une fonction qui honore, mais qui en même temps qui oblige. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dois, à travers justement cet honneur que m'a fait la République de me placer sur les bancs de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ma modeste contribution en fait à ce pays, j'espère, débouchera sur quelque chose qui fera que, à la fin de mon premier mandat, j'espère que je ne serai plus l'aveugle député, mais le député aveugle, vous voyez. Oui, tout à fait. Ça sera... Mais comme on se l'était dit déjà plusieurs fois, c'est que ce qui me paraît important, c'est de faire parler les personnes qui vivent ce handicap. On pourrait d'ailleurs parler des Jeux Olympiques qui se profilent. Ouais. J'ai rencontré des personnes du Cécifoot, avec notamment deux athlètes qui sont susceptibles d'être sélectionnés. Et j'ai été frappée de la qualité de leur jeu, de leur entente aussi. Et ce qui était étonnant, c'est que ce n'est pas du tout des individualistes dans leur jeu collectif, c'est vraiment un jeu de groupe. Il y a du respect pour les uns les autres, de l'écoute entre eux, du respect de l'arbitre également et de tous ceux qui l'entourent. On s'aperçoit que des personnes en situation de handicap peuvent faire de leurs difficultés une force. J'ai même envie de vous dire que c'est presque nécessaire. Parce que le handicap, soit on l'assume, soit on le subit. Soit on en fait une force, soit on le subit. Il n'y a pas 50 alternatives. Il s'est trouvé dans diverses observations qu'une dame que j'avais rencontrée à Dax me disait, voilà, moi, la difficulté, c'est les poubelles. Elle était en fauteuil roulant. Alors, je ne vois pas le rapport entre des poubelles et une dame handicapée en fauteuil roulant. Et elle me dit, mais si, le fait est, c'est que les ordures ménagères ne sont pas toujours régulièrement ramassées, et que donc je ne peux pas circuler sur le trottoir. Et je me demande s'il n'y aurait pas moyen de généraliser un ramassage de poubelles plus régulièrement ou de faire en sorte qu'elles ne soient pas mises sur les trottoirs. Vous voyez, c'est des choses extrêmement simples, pas forcément coûteuses, qui pourraient être mises en place de façon pratique et qui ne concernerait pas simplement les personnes handicapées, mais également tout un chacun, les personnes qui poussent des landaus et autres, c'est les voyageurs qui ont des valises à tirer. Justement, enfin, il ne s'agit pas d'isoler le handicap, mais simplement de savoir comment améliorer la condition des personnes en fauteuil roulant facilement. Je pense qu'à travers le handicap, vous venez de le dire, hein, c'est pas forcément le handicap. Je pense que c'est un problème bien concret comme celui-ci.
Ça peut être plein de choses, ça peut être les poubelles, ça peut être les véhicules stationnés sur les trottoirs, ça peut être, en tant que non-voyant, on vit la même chose quand on arrive sur un trottoir et qu'on se heurte à une voiture qui est garée sur le trottoir et on est obligé, on ne peut pas passer sur le côté droit parce qu'il y a un mur et que la voiture est collée à 30 cm du mur et qu'on est obligé de se mettre en danger, entre guillemets, en descendant sur la route pour pouvoir éviter le véhicule. Ça c'est des problèmes, mais j'ai envie de dire, il y a plein d'autres petites choses. Quand vous êtes dans la rue, vous vous baladez en canne blanche, vous balayez en fait le trottoir devant vous, vous balayez en fait environ 1 mètre, 1,50 m devant vous avec votre canne pour pouvoir appréhender les éventuels obstacles. Quand on connaît le chemin, bien sûr, forcément, puisqu'on est obligé quand même de connaître le chemin et la direction dans laquelle on se déplace, on n'a pas besoin de la canne pour savoir où on va, on a juste besoin de la canne pour appréhender les obstacles et pouvoir se déplacer en sécurité. Vous parlez des poubelles, mais il y a plein d'autres choses. Ça passe des excréments des animaux, des excréments canins, qui, croyez-moi, avec une canne blanche, c'est absolument pas agréable. Je ne vous parle pas simplement de mettre le pied dedans, simplement avec la canne, par exemple, se retrouver avec la canne souillée par des excréments canins, ensuite devoir la prendre et la prendre en pleine main pour la plier, arriver au magasin où vous allez, ou au lieu où vous allez, et forcément devoir être prudent parce qu'on ne sait pas la canne, ce qu'elle a pu toucher. Ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose d'extrêmement désagréable, de compliqué, et ça passerait juste par une éducation, non pas canine, mais une éducation humaine, à faire les besoins des animaux dans le caniveau, comme le font les chiens guides, par exemple. Les chiens guides qui sont éduqués justement pour faire leurs besoins au caniveau et pas sur le trottoir. Ça relève de l'éducation humaine. C'est pas le chien qui est en cause sur ce coup-là. Quand on heurte une voiture qui est sur un trottoir et qui oblige à se mettre en danger pour passer sur la route, ça relève aussi de l'éducation humaine. C'est pas la voiture qui s'est mise à toute seule, hein, forcément. Il y a 1000 exemples qu'on pourrait trouver comme ça. Et ça, je pense qu'effectivement, je ne serais pas favorable à légiférer quoi que ce soit là-dessus, puisque ça relève tellement du bon sens. Ça tiendrait uniquement le savoir vivre ensemble et favoriser la vie de l'autre et faciliter la vie des autres et favoriser le vivre ensemble. Ça passerait, je pense, avant tout par une éducation dès le plus jeune âge, une pédagogie, une philosophie de vie. Quelque chose qui ne soit pas imposé, quelque chose qui semble logique. Le fait de pouvoir justement vivre en tant que personne atteinte d'un handicap dans un milieu dit normal, avec le plus d'aisance possible, ça relèverait parfois tellement de choses simples, mais de choses simples. Le gros souci que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, je parle, moi principalement pour les personnes en tout cas atteintes de cécité ou d'une déficience visuelle importante, puisque j'ai connu les deux stades, c'est réellement la méconnaissance de l'handicap justement. Et la méconnaissance parce qu'on a très longtemps, entre guillemets, caché les handicapés. On les a cachés dans les instituts, dans des écoles spécialisées, on les a mis un peu à l'écart, parfois pour les protéger aussi. D'ailleurs, on appelait ça des milieux protégés. Ça, c'était quelque chose d'assez incroyable quand même. Aujourd'hui, j'entends plus ce terme. Mais il y a 30 ans, j'entendais, oui, on va le mettre en milieu protégé. Voilà. Notre enfant est handicapé, il faut qu'il intègre un milieu protégé. Bon, protégé de quoi? Protégé de qui? Je ne sais pas. Et est-ce que vous pensez que les instituts qui sont spécialisés devraient disparaître ou simplement Alors disparaître exister? non, mais ils sont complémentaires. Complémentaires en fait du milieu scolaire classique, normal. Je pense que les écoles spécialisées, effectivement, sont très bien, en tout cas en ce qui concerne la cécité, parce que aujourd'hui, la lecture braille, ça ne peut pas s'inventer et ça ne peut pas se lire. Et on ne peut pas demander à tous les enseignants de France, de la petite enfance jusqu'à la faculté, on ne peut pas demander à tous les enseignants de pratiquer le braille, de pratiquer le langage des signes, de pratiquer, d'avoir des connaissances d'éducateurs spécialisés. Chose est sûre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas non plus tout adapter. Vous savez, moi j'ai connu un professeur de musique, qui a été mon professeur de musique pendant très longtemps, qui était un homme absolument formidable et qui était d'une intelligence, qui était d'une époque et d'une génération où lui... rien n'était adapté pour lui. Il a fait toute sa carrière, mais il était enseignant dans les années 60-70, à une époque où rien n'était prévu pour les non-voyants. Rien. Mais là, quand je dis rien, c'est rien. La prise de notes se faisait uniquement en braille avec la tablette braille. Pas de machine, pas de machine à écrire, parce que la machine à écrire est trop bruyante. Donc, bien sûr, pas d'informatique, aucun cours adapté, pas de tiers-temps aux examens, enfin, rien du tout, quoi. Il fallait un esprit vraiment dégourdi et un esprit vif
pour pouvoir à l'époque faire des études. Alors il avait fait lui ses études bien sûr en école spécialisée, mais ensuite il avait fait ses études secondaires vraiment à la force du poignet si je puis dire. Et il me disait toujours, ça sera toujours la minorité à s'adapter à la majorité et pas l'inverse. Effectivement, on ne peut pas demander aujourd'hui à 60 millions de Français de vivre et de s'adapter pour 200 000 non-voyants ou 500 000 non-voyants. Par contre, on peut leur demander simplement de ne pas complexifier davantage leur mode de vie, leur façon de se déplacer, et puis simplement de comprendre. Et comprendre ce que vivent ces personnes, c'est simplement les aider par des gestes vraiment tellement bêtes et tellement basiques qu'on ne demande pas grand-chose finalement. Pour en revenir, juste pour conclure sur les écoles spécialisées, effectivement les écoles spécialisées sont très utiles, ne serait-ce que pour apprendre à maîtriser le braille. Mais moi je pense qu'à partir aujourd'hui, ce qui se fait, et quand je vous dis tout à l'heure, je reviens sur l'idée que c'est pas mieux avant, que c'est même mieux maintenant, on intègre en école dite normale aujourd'hui de plus en plus de personnes non-voyantes qui, grâce à l'informatique, qui est aujourd'hui un outil incroyable, l'informatique aujourd'hui permet à tout non-voyant de suivre des cours, d'envoyer des mails, de les recevoir, de taper des textes. Tout est possible. Aujourd'hui, avec un PC, il y a des non-voyants qui sont programmateurs informaticiens, il y a des non-voyants qui sont capables de faire du secrétariat, qui sont capables... Voilà, aujourd'hui, l'informatique a tellement évolué, et l'informatique adaptée, notamment, enfin en tout cas avec des logiciels qui permettent de vocaliser ou d'avoir la lecture braille sous les doigts, grâce à une plage braille, aujourd'hui a énormément changé déjà les horizons et les possibilités de métier déjà des non-voyants. Donc ça, c'est vrai. Vous parlez des métiers. Quels sont les métiers dans lesquels les uns ou les autres excellent le plus? Bon, on a vu les exemples exceptionnels. De plus en plus de masseurs-kinésithérapeutes. Ça aujourd'hui, oui. énormément de masseurs-kinésithérapeutes sont non-voyants. Vous me parliez des accordeurs de piano aussi l'autre fois. Alors moi-même, en tant qu'accordeur de piano, oui, effectivement, moi c'était un métier... Ah, vous êtes accordeur de piano? Je suis accordeur, oui, c'est mon métier à la base. Et c'est vrai que j'ai eu la chance finalement voilà, d'avoir un métier qui, même après la perte de ma vision, finalement, ne m'a pas empêché de continuer de l'exercer. La difficulté, quand on est accordeur de piano aujourd'hui, c'est que effectivement, la clientèle aujourd'hui, un non-voyant un non-voyant à Paris, il y a 50 ans, était capable de vivre de ses accords uniquement sur Paris, ou sur Marseille ou sur Lyon. Aujourd'hui, quand on est en province, par exemple, on est obligé de se déplacer dans un rayon de 30, 40, 50, 60 km. Il y a quand même beaucoup moins d'instruments acoustiques, il y a aussi peut-être moins de pianistes, et puis surtout moins de... Oui, aussi l'arrivée du piano numérique, qui a été une catastrophe, qui est une horreur, dans certains cas. Donc effectivement, aujourd'hui, pour un accordeur non-voyant, vivre de l'accord de piano, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que les ESAT sont une bonne solution? Non, c'est une solution, mais on ne peut pas résumer le travail des personnes handicapées à l'ESAT. Tout le monde n'est pas admissible déjà dans un ESAT. Et puis, je pense que l'ESAT est réellement, comme son l'indique, vraiment fait pour adapter en fait un poste de travail. Je veux dire, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que justement, la compréhension, la connaissance et l'évolution technique de notre époque permettent justement à tout handicapé de pouvoir vivre et de travailler dans des conditions, j'ai envie de dire normales, bien sûr, quasiment normales. Alors, les aveugles chauffeurs de taxi, c'est pas encore demain, ça on est d'accord. Par contre, les masseurs-kinésithérapeutes, les secrétaires, l'informatique, les programmateurs informatiques, je veux dire, il existe aujourd'hui quand même un différent panel de métiers. Et puis après, il y a les non-voyants et les malvoyants aussi. Donc, c'est encore autre chose. Mais effectivement, il y a aujourd'hui un panel de métiers qui s'ouvre aujourd'hui aux non-voyants qui ne s'ouvrait pas il y a encore 20 ans. Je pense aussi que, comme je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, les écoles spécialisées, c'est très bien dans un premier temps, mais ensuite, l'intégration aujourd'hui qui est faite en milieu dit normal, aujourd'hui, je pense que c'est très très bien. Alors, c'est pas facile et c'est pas une réussite pour tout le monde, on est toujours d'accord. Vous savez, j'en ai discuté justement il y a peu de temps avec quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais intégrer une école normale, c'est bien, mais moi, mon fils, il a été intégré en école normale, ça a été un échec. » Mais vous savez, il y a plein d'enfants qui sont en échec scolaire et qui n'ont pas d'handicap. Ça, c'est vrai aussi. C'est pas lié à leur handicap. Vous n'aurez jamais 100% de gagnants. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Par contre, c'est vrai que des non-voyants qui sont toujours restés dans un milieu spécialisé, qui n'en sont pas sortis, moi, j'en ai malheureusement connu beaucoup,
surtout de ma génération, et qui justement ont eu beaucoup de mal à s'intégrer et avoir une vie sociale dite normale, parce que justement, toujours vivre dans ces milieux un peu protégés les ont empêchés un petit peu de s'ouvrir au monde, j'ai envie de dire. Oui. Le tout adapté, c'est aussi quelque chose d'un peu pernicieux, puisque en fait, ça laisse entendre qu'effectivement, il y a deux mondes. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'imaginer qu'il y a le monde des voyants, ou le monde des handicapés, et le monde des valides, quoi. Dire le monde est le même pour tout le monde. Hein. Et c'est vrai que ce qu'on peut simplement, c'est effectivement faciliter les choses. J'aime bien ce terme de facilité d'ailleurs. J'aime bien ce terme de facilité. Je préfère le terme de facilité que le terme adapté. Faciliter les choses aux personnes en situation de handicap. Et puis aussi, les handicapés sont comme tout le monde. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et ils ont aussi dans leur devoir, je pense, leur devoir aussi d'éduquer les gens à leur handicap. Parce que j'ai eu aussi malheureusement de mauvaises expériences de personnes non-voyantes qui étaient extrêmement désagréables quand on souhaitait les aider, de personnes qui, parce que quand on est aidé, je vais vous donner un exemple tout bête, quand vous êtes non-voyant, vous allez d'un point A à un point B, quand vous a appris à vous déplacer de ce point A à un point B, il suffit qu'on vous prenne le bras, qu'on vous dise « mais attendez monsieur, je vais vous aider ». Bon, je vous dis ça parce que en cas d'expérience, ça m'est déjà arrivé, comme je ne suis pas quelqu'un de virulent, comme j'aime pas le conflit et que voilà, j'ai pas envie d'envoyer balader les gens, ça m'est arrivé que des gens voulant m'aider, mais totalement paumés. Totalement. Parce que moi je savais qu'en sortant, je faisais une dizaine de mètres sur la droite, j'avais le passage piéton me permettait de traverser, et ensuite de rattraper la petite ruelle qui se trouvait à une dizaine de mètres sur la gauche. La personne voulant m'aider, sans même me demander mon avis, m'embarquait littéralement 50 mètres plus loin à un autre passage à niveau, à un autre passage piéton qui m'a complètement paumé et qui m'a abandonné là en disant « mais j'ai fait ma BA, je lui ai fait traverser la route ». Ah mais bon, t'es gentil le monsieur, mais seulement voilà, j'ai mis 20 minutes à retrouver mon chemin, quoi. Bon, et c'est vrai que c'est un exemple tout bête. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus virulents, qui disent « ouais, laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de vous ». Et c'est vrai qu'il faut aussi parfois, voilà, il faut aussi que certaines personnes en situation de handicap soient éduquées là-dessus, en disant voilà, à vous aussi d'expliquer aux gens. Si vous trouvez que les gens sont bêtes parce qu'ils vous ont mal aidé ou vous ont mal ouvert la porte, ou vous ont pas prévenu qu'il y avait une marche, vous avez failli vous rétaler ou autre, n'en voulez pas aux gens. Expliquez-leur aussi. Parce que la maladresse, quand on est en situation de handicap, effectivement, on rencontre des gens extrêmement maladroits. Dans la façon d'agir, dans la façon d'être, dans la façon extrêmement maladroit. Aussi, oui. Des gens qui, au restaurant, vous font repérer dans tout le resto parce que ils sont là bientôt à en faire trop, et en faire 10 fois trop, 1000 fois trop. Voilà, bientôt à vous nouer la serviette autour du cou et à vous porter le verre à la bouche, vous voyez, c'est presque ça, quoi. Donc, je veux dire, mais n'en voulez pas à ces gens-là, expliquez-leur simplement, avec un peu d'humour, avec un peu de dérision, expliquez-leur que voilà, qu'il n'y a pas de souci, que vous allez couper votre viande tout seul, qu'elle n'a pas besoin de vous mettre la serviette autour du cou, qu'elle n'a pas besoin de vous mettre le doigt dans le verre pour vous montrer où se trouve votre boisson. Bon, voilà, expliquez-le. Et ça, c'est vrai que ça aussi, alors quand je dis qu'on a besoin qu'il y ait une méconnaissance sur le handicap, il y a aussi une méconnaissance, et il y a aussi un très 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 gros manque de pédagogie aussi de la part des personnes en situation de handicap. Donc en fait le chantier est énorme. Le chantier est énorme, mais vous avez décidé d'en prendre un à bras-le-corps, celui de la sécurité sociale. Donc je vous en remercie, j'espère que vous arriverez à creuser ce sujet et on est à votre disposition. On va creuser là-dessus, en tout cas ça c'est sûr. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu.